L'introduction d'Émilie était parfaite, hein. Elle a parlé de ville intelligente et je vais rentrer dans des détails un peu plus techniques pour expliquer comment ça peut fonctionner en pratique. Alors, donc Émilie l'a très bien dit, les villes intelligentes ont besoin de données. Il y a plein de définitions possibles pour une ville intelligente, mais on va toujours retrouver le principe que c'est une ville qui est capable d'exploiter en temps réel les données qu'elle produit. Les données vont venir en général de réseaux de capteurs. On va mesurer plein de choses différentes, la température, le bruit, la vitesse. Il va y avoir des gros volumes de données et ce sont des données qui sont hétérogènes. On va avoir aussi bien des séries temporelles que des vidéos ou des tweets, par exemple. Et le but du jeu est d'utiliser ces données pour, in fine, optimiser des services, des coûts ou simplement l'impact environnemental. Un point important pour tout cela, c'est que l'on puisse disposer des données. Il faut donc que les données soient ouvertes. Et c'est quelque chose qui n'est pas trivial et qui n'est pas complètement acquis. Alors, l'ouverture des données, Émilie en a un petit peu parlé. Les données produites par les collectivités, maintenant, sont de plus en plus ouvertes. Et un exemple est la plateforme Data du Grand Lyon, où on peut effectivement trouver un certain nombre de données produites par la collectivité. Les données produites par les compagnies privées sont parfois ouvertes, rarement. On a un exemple à travers Tuba, où Tuba, Émilie en a un petit peu parlé. Un des objectifs de Tuba est d'ouvrir la donnée et aussi de faciliter l'utilisation de ces données. Et on va retrouver des données aussi bien publiques que privées. Paradoxalement, donc, les données sont souvent produites par les usagers. Hein, ce sont vos données de consommation, de déplacement. Et paradoxalement, c'est très difficile de récupérer ces données, ces propres données. Il y a actuellement un projet qui mérite d'être mentionné, c'est le projet Mesinfo, qui est en expérimentation sur le territoire lyonnais et qui vise à restituer à l'usager les données qu'il a produites. Alors, maintenant qu'on a des données, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle du data analytics. Et on va avoir 3 niveaux de data analytics. Le premier niveau est le niveau descriptif, aussi appelé niveau diagnostic, où on va essayer d'extraire de la connaissance à partir des données pour répondre à des questions telles que j'ai mises ici, qui sont par exemple, quelles sont les conditions de trafic actuellement? Et pour répondre à cette question, eh bien, on va avoir des cartes comme celle-ci que j'ai prises sur le site du Grand Lyon, où on va symboliser en vert les axes où on roule bien, en orange les axes où on roule moins bien. On utilise les données pour extraire ces connaissances. Au niveau diagnostic, on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça en ce moment, pourquoi je suis coincé dans un bouchon, par exemple. On a un deuxième niveau qui est le niveau prédictif, où cette fois-ci, on va s'intéresser à prévoir le futur. Donc, on va construire des modèles pour prévoir le futur, qui s'appuient évidemment sur les données passées. Et là, on va pouvoir répondre à des questions comme par exemple, quelles seront les conditions de trafic dans une demi-heure? Et on va avoir le même genre de carte, mais cette fois-ci, ça sera une projection pour le futur. Le troisième niveau, qui est celui qui m'intéresse plus particulièrement, est le niveau prescriptif, où on va essayer d'apporter une aide à la décision. Donc, on va quelque part faire de l'optimisation. Et par exemple, chercher le meilleur itinéraire pour aller d'un point A à un point B en partant à une heure donnée dans le futur. Et donc là, j'ai repris une image aussi du site du Grand Lyon où vous avez des calculateurs d'itinéraires qui vont tenir compte des prévisions de trafic, des calculateurs d'itinéraires multimodaux qu'on peut qualifier d'intelligents. Alors, je vais illustrer mon propos sur la livraison, l'optimisation de tournées de livraison. Et ensuite, on verra en détail deux aspects de l'optimisation qu'on a abordés là-dessus. Tout ça, c'est fait à l'occasion du projet Optimode Lyon, qui a été un petit peu abordé par Émilie. Donc, c'est une réponse à un appel à projet de l'ADEME, porté par le Grand Lyon, avec un grand nombre de partenaires, pas mal de compagnies privées et puis quelques instituts de recherche. C'est un projet qui s'est terminé il y a 1 an à peu près maintenant. L'objectif de Optimode Lyon, eh bien, tout d'abord, ça a été, et Émilie en a parlé, de collecter plein de données de mobilité dont une grande partie se retrouve sur la plateforme Data du Grand Lyon.
Et à l'aide de ces données, un premier service proposé, c'est de fournir une prévision à 1 heure des conditions de trafic. Un deuxième service a été de fournir cette information à tout le monde et notamment à travers des smartphones et pour aider vos déplacements. Et le troisième service, qui est celui qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est d'optimiser les tournées de livraison à partir de ces données. Alors l'optimisation de tournées de livraison, c'est quelque chose qui est à peu près aussi vieux que l'existence des villes, donc on n'a pas inventé ça. Et quel est le problème quand on le dépouille et qu'on le définit mathématiquement? On va dire simplement qu'en entrée, on a un plan de la ville et un certain nombre de points à livrer et que l'on veut trouver le circuit le plus court qui va nous permettre de livrer tous ces points. Alors pour le résoudre, je vais faire un petit peu des explications techniques en essayant de ne pas être trop technique, mais quand même, pour que vous compreniez. On va le résoudre en 2 étapes. On va commencer par calculer ce qu'on va appeler le graphe des plus courts chemins. Donc un graphe, c'est tout simplement un ensemble de sommets et on va voir autant de sommets que de points à livrer. Et ensuite, on va calculer ce qu'on appelle des arcs entre ces sommets et on va avoir un arc pour chaque couple de sommets. Oups, pardon. Et cet arc va nous dire combien de temps ça prend pour aller du point 2 au point 3. Donc ici, on va chercher un plus court chemin pour aller d'ici à là. On regarde le temps que ça prend, on le reporte ici sur l'arc et on fait ça pour tous les couples de sommets. Et on obtient ce qu'on appelle un graphe orienté complet. Et maintenant, mathématiquement, on va résoudre notre problème dans ce graphe-là, ce qui sera beaucoup plus simple pour nous. Et dans ce graphe, on va chercher un circuit qui passe par tous les sommets et qui revient au point de départ et qui est le plus court possible. Et ce problème est très connu, c'est le problème du voyageur de commerce. Il est asymétrique parce qu'on ne met pas le même temps pour aller dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est le problème du voyageur de commerce asymétrique. C'est un très vieux problème qui est à peu près aussi vieux que l'informatique, on va dire, que la recherche opérationnelle, qui est donc très bien résolu ce problème. Alors un problème un petit peu plus réaliste quand on fait des tournées de livraison, eh bien, c'est de supposer que pour chaque point à livrer, on a un certain volume, une certaine demande, et on a dans nos véhicules une certaine capacité. Et donc pour résoudre ce problème, on va chercher non pas une tournée, mais un ensemble de tournées telles que je n'excède pas la capacité de mes camions. Donc ce problème-là, on appelle le problème du routage de véhicules, VRP en anglais. Donc, qu'est-ce qui est difficile quand on cherche à résoudre ces problèmes simplement classiques? Pour le moment, on n'est pas encore intelligent, on le fait classiquement. Est-ce que c'est difficile de calculer un plus court chemin entre 2 points? Ben non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire en informatique. On sait le faire de façon très efficace. On a des algorithmes qui passent à l'échelle. Même si le plan de la ville est très gros, vous n'avez qu'à faire un essai sur Mappy. Il vous calcule très rapidement le plus court chemin. En revanche, une fois qu'on a calculé notre graphe des plus courts chemins, ce qui est difficile, c'est de résoudre soit le problème du voyageur de commerce, soit le VRP dans ce graphe-là. En termes informatiques, on va dire que c'est un problème NP difficile. Et ça veut dire qu'on va avoir une explosion combinatoire qui est prédite par la théorie et dont on ne peut pas échapper. Donc, on va être obligé de développer des algorithmes intelligents, donc de l'intelligence artificielle qui va être capable soit de contenir cette explosion combinatoire, soit de la contourner. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors ça, c'était le problème classique. Et maintenant, si on essaye de faire des tournées intelligentes, eh bien, on va s'appuyer sur des données. Et de quelles données dispose-t-on pour faire des tournées intelligentes? Donc, dans le contexte Optimo de Lyon, on avait les données issues des capteurs. Donc, il y a un peu plus de 600 capteurs qui équipent des segments de route. Donc là, je vous ai mis un plan de Lyon. Chaque point bleu correspond à un capteur. Et ces capteurs mesurent toutes les 6 minutes 2 choses, le flot et la densité. Et ensuite, on utilise ce qu'on appelle un diagramme fondamental qui relie les mesures de flot et de densité avec la vitesse. Donc, on va pouvoir en déduire une vitesse. Alors, juste pour rendre les choses un peu plus précises, j'ai mis ici des images qui vous montrent à quoi ça ressemble, ce qui sort de ces capteurs. Alors, donc, je vous ai donné des illustrations sur 2 capteurs différents pour voir qu'on ne mesure pas la même chose d'un capteur à l'autre. Chaque courbe sur l'axe des X, ici, on a 24 heures et on a un point toutes les 6 minutes. Et ce point nous donne, sur l'axe des Y, ici le flot et ici la densité. On voit donc qu'on a des courbes qui sont très bruitées. Certaines oscillations viennent simplement, par exemple, des feux.
D'autres pics, là, ici, ce sont en fait des artefacts qui viennent du fait que, par exemple, une voiture s'est garée sur un capteur. Tout ça, c'est pour vous montrer que les données dont on dispose, elles ne sont pas propres, elles ne sont pas parfaites, elles sont même très imparfaites. Alors, une fois qu'on a toutes ces données, on essaye d'utiliser les données historiques pour construire des modèles prédictifs. Et on a deux types de modèles prédictifs selon qu'on cherche à faire une prédiction à court terme. Le court terme ici, c'est moins d'1 heure, ou une prédiction à long terme. Pour les prédictions à court terme, on va utiliser soit des modèles linéaires, soit des modèles non linéaires. Je vous ai mis ici des exemples. On a en vert la valeur observée, en bleu la valeur qui avait été prédite ici 6 minutes avant, ici une demi-heure avant, pour montrer qu'en fait ces modèles prédictifs à court terme sont capables de faire des prévisions que nous on trouve relativement bonnes. Deuxième type de modèle prédictif, ce sont les modèles prédictifs à long terme. Cette fois-ci, je veux savoir 24 heures à l'avance ce qui va se passer. Ben là, ce n'est pas la peine de faire des choses sophistiquées. On va simplement chercher des conditions moyennes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper nos historiques sur nos capteurs en fonction des journées. On va avoir des journées types. On ne roule pas de la même façon le dimanche et le lundi, par exemple. Donc, on va faire des statistiques sur tous les lundis. Et donc, ici, je vous ai remis les courbes. En vert, j'ai à chaque fois une mesure sur 20 journées différentes. Et en bleu, je vais avoir mon modèle prédictif que je construis à partir de ça, qui revient simplement pour chaque patte de temps à considérer la valeur médiane. Et ça me donne donc une journée type. Et quand je vais optimiser mes tournées, eh bien en fait, je vais utiliser ces données en bleu prédites pour optimiser mes tournées. Donc maintenant, je reviens sur mon problème d'optimisation de tournée. Comment je peux utiliser ces prédictions pour essayer de faire des tournées de livraison un petit peu plus intelligentes? Eh bien, quand je suis en train de préparer ma tournée, c'est-à-dire en gros la veille, par exemple, je vais utiliser mes modèles prédictifs à long terme pour essayer de calculer des meilleures tournées qui vont donc tenir compte des vitesses prévues. Or, ces vitesses prévues, eh bien, je vois ici que selon l'heure de la journée, si je suis ici, en gros, c'est pendant la nuit, à 4 heures du matin, eh bien, il n'y a pas de bouchon. Alors là, ce n'est pas la vitesse prévue, c'est l'inverse. Donc, il faut considérer que c'est l'inverse. On va dire c'est le taux de congestion plutôt. Et puis, on va avoir des pics de congestion plus tard, etc. Donc, au fur et à mesure de la journée, ces vitesses varient. Je vais donc obliger, quand je fais de l'optimisation, de tenir compte du fait que mes données ne sont plus statiques, mais dépendent du temps. Ça, c'est la veille. Et ensuite, mon camionneur va commencer sa tournée. Et pendant qu'il est en train de faire sa tournée, je peux me rendre compte que les données qui étaient prévues sont différentes des données observées. Parce que, par exemple, il y a un événement imprévu, un accident de voiture et des bouchons qui se sont créés. Dans ce cas-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est évidemment rétablir la tournée, mais si on fait ça de façon non intelligente, on va aggraver les bouchons. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est anticiper sur les événements les plus probables en exploitant des statistiques sur le passé. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'optimisation stochastique. Donc, on va être capable de raisonner sur des données incertaines. Donc maintenant, je vais d'abord vous parler rapidement de qu'est-ce que c'est que de l'optimisation avec des données qui dépendent du temps. Et ensuite, on verra les aspects optimisation avec des données incertaines. Alors, l'optimisation avec des données qui dépendent du temps, c'est quelque chose que l'on a fait dans le contexte d'Optimode Lyon. C'était le sujet de la thèse de Pénélope, qui était financée par IBM, donc un travail joint avec IBM. Qu'elle a défendu il y a moins d'un mois maintenant, donc c'est tout neuf. Et donc Pénélope, pour sa thèse, a d'une part conçu des nouveaux algorithmes qui sont capables de faire de l'optimisation avec ces données qui dépendent du temps, et d'autre part, elle a cherché à évaluer l'intérêt de ces nouveaux algorithmes sur des données réelles issues de la ville de Lyon. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des algorithmes, juste essayer de vous faire sentir qu'est-ce qui est difficile pour nous, informaticiens. Qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qui est plus délicat à faire. Alors, dans les algorithmes, la première étape, c'est d'être capable de calculer la durée pour traverser un tronçon de route. Dans le cas statique, c'est très facile. La durée, c'est simplement la longueur divisée par la vitesse. Oui, mais maintenant, la vitesse dépend de l'heure à laquelle on emprunte nos tronçons. Pire que ça, pendant que je suis en train de traverser un tronçon, la vitesse peut changer. Ce qui fait que si ma vitesse prédite, elle est comme ça, alors toutes les 6 minutes, j'ai une nouvelle prévision.
Donc en fait, j'ai ce qu'on appelle une fonction constante par morceau. Et si je pars de mon tronçon à l'heure ici, ici comme ça, eh bien en fait la vitesse au début elle est lente et puis à la fin elle est rapide. Donc maintenant le temps pour traverser mon tronçon, eh bien c'est une fonction comme ça linéaire par morceau, mais avec des pentes. Et ça c'est déjà un petit peu plus complexe à traiter pour nos algorithmes d'optimisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxième étape, je dois calculer des plus courts chemins. Maintenant que je sais quel temps ça me prend pour traverser un tronçon. Eh bien là, c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire, donc on va adapter des algorithmes existants, donc on va être capable de le faire très efficacement, sous réserve que nos données sont ce qu'on appelle FIFO. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement dire que non, elles ne sont pas FIFO, mais on sait les rendre FIFO, donc ça, on arrive à faire avec. Le dernier point, c'est que maintenant, on doit résoudre notre problème combinatoire, par exemple le voyageur de commerce. Alors, quand on résout notre problème combinatoire, que les données soient dépendantes du temps ou pas, l'espace de recherche, l'espace des combinaisons est le même. Donc en théorie, ça ne change pas. En pratique, tout de même, au moment d'explorer cet espace de recherche, eh bien, on va se rendre compte que ça devient beaucoup plus difficile de calculer des bornes. Et du coup, on est obligé de développer des nouveaux algorithmes qui sont capables de passer à l'échelle pour calculer ces bornes avec des données qui dépendent du temps. Et là, je ne vais pas vous décrire les algorithmes, simplement sachez que Pénélope a fait ça très bien et que ça passe donc bien à l'échelle. Une fois qu'elle avait fait ça, elle s'est posé la question de est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'en exploitant ces données sorties de modèles prédictifs, on calcule de meilleures tournées ou pas? Elle a donc récupéré un certain nombre d'adresses de livraison. Là, elles sont montrées en vert dans le plan de Lyon, qui sont de véritables adresses. Et puis, elle a généré des demandes de tournées de taille variable, des petites tournées avec seulement 10 points à livrer, mais aussi des grosses tournées avec 100 points à livrer, pour voir un petit peu des histoires de passage à l'échelle. Alors, première chose, je ne vais pas expliquer la courbe ici, mais simplement, elle s'est posé la question de est-ce que ça permet d'arriver plus vite si on tient compte de ces prévisions de circulation? Et la réponse est en demi-teinte. Dans certains cas, effectivement, on peut gagner jusqu'à 20% du temps. Super. Mais en fait, dans plus de la moitié des cas, on gagne quasiment rien. Et dans un tiers des cas, on gagne rien. Pourquoi? Parce que, par exemple, si toutes les livraisons que je dois faire sont sur un même axe routier, sur une même route, finalement, que je tienne compte de prévisions ou pas, il existe une seule façon de faire la tournée, qui est simplement de suivre la route logiquement. Donc, dans ce cas-là, on ne gagne rien. Donc, c'est un petit peu décevant. Heureusement pour nous, en général, les livreurs ont des fenêtres temporelles dans lesquelles ils doivent faire leur livraison. Et là, pour respecter ces fenêtres temporelles, donc je ne vais pas expliquer le tableau ici, mais simplement ce qu'on voit, c'est que si on raisonne sur des données statiques, on n'est plus capable de respecter ces fenêtres horaires de livraison. On va arriver en retard parce qu'en fait, on aura été coincé dans un bouchon qu'on n'aura pas prévu. Et donc là, ça vaut le coup de tenir compte du fait que les données dépendent du temps. Tant mieux pour Pénélope. Alors, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui est comment peut-on faire de l'optimisation avec des données incertaines et surtout comment peut-on intégrer cette incertitude au moment de faire l'optimisation. Alors, donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que nous, quand on calcule nos tournées, on utilise des prévisions qu'on retrouve ici en bleu, qui sont simplement des valeurs médianes. Et on a en vert les valeurs observées. Et on se rend compte que selon l'heure de la journée, ici on a l'heure de la journée, nos prévisions sont plus ou moins fiables. En gros, la nuit, les prévisions sont fiables parce que ce qu'on observe est très regroupé autour de la valeur prévue. En revanche, dans la journée, on peut avoir des grosses variations, ce qu'on appelle un écart type. Ici, par exemple, je vais de temps en temps avoir des points qui sont très au-dessus de ce qui est prévu. Donc, je me rends compte qu'il y a des prévisions qui sont plus fiables que d'autres et il faudrait intégrer ça au moment de faire de l'optimisation. Donc ça, il s'agit d'un travail fait en collaboration avec l'Université catholique de Louvain. C'est le sujet de thèse de Michael Saint-Guillain.
Donc les problèmes d'optimisation classiques supposent que les données en entrée sont connues. Et dans ce cas-là, on va simplement chercher à affecter des valeurs à nos variables de décision, de telle sorte que toutes les contraintes sont satisfaites et une fonction objectif est optimale. Et si ensuite on se rend compte que les données observées sont différentes des données sur lesquelles on a prévu notre calcul, eh bien on va être obligé de recalculer à la volée une nouvelle solution. Et ça, c'est une mauvaise idée, d'une part parce que ça prend du temps, et d'autre part parce qu'on obtient des solutions qui sont bien moins bonnes que si on avait anticipé sur les événements probables. Donc c'est ce qu'on fait avec l'optimisation stochastique. Et quand on fait de l'optimisation stochastique, on a deux types de données. On a les données certaines qu'on met d'un côté. Et de l'autre côté, on va voir les données incertaines. Et une donnée incertaine, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire, pour laquelle on connaît la probabilité de distribution, la distribution de probabilité. Donc ici, un petit exemple sur un problème de routage de véhicules. On peut supposer qu'on connaît avec certitude les points à livrer, les distances entre les points, etc. Mais on ne connaît pas avec certitude la demande. Et par exemple, ici, on a un client qui, une fois sur 3, nous demande 1, une fois sur 3, 8, une fois sur 3, 9. En termes de distribution de probabilité, on va dire que la probabilité que ce soit égal à 1, c'est 1 tiers, etc. Donc maintenant, je veux faire de l'optimisation avec ça. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je cherche à calculer ce que j'appelle une solution robuste. Une solution robuste, c'est une solution dont je vais garantir qu'elle reste faisable avec une certaine probabilité. Si ma probabilité c'est 1, ça veut dire que je veux qu'elle reste faisable dans tous les cas. Ça revient à dire que je dois considérer le pire des cas possibles. Ici, donc, ça doit marcher que c'est demande 1, 8 ou 9. Mais je peux être un peu tolérante à la robustesse, et donc je peux accepter une probabilité inférieure à 1. Par exemple, je peux dire je veux que ça reste fiable 2 fois sur 3. Dans ce cas-là, je vais garantir que ma solution reste faisable 2 fois sur 3. Du coup, elle sera un peu meilleure que l'ancienne, mais seulement une fois sur 3, elle ne sera plus réalisable. Ça veut dire que mon livreur devra adapter la solution et ça risque de lui coûter cher. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution robuste. On peut aussi chercher à calculer autre chose, ce qu'on appelle une solution flexible. Donc je vais aller très vite sur la flexibilité. L'idée de la solution flexible, c'est qu'on commence par calculer une solution a priori, que j'ai représentée ici, mais en même temps que cette solution a priori, on définit une procédure d'adaptation simple et rapide. Et ce qu'on cherche à calculer, c'est la meilleure solution a priori, c'est-à-dire celle qui optimise cette fois-ci l'espérance de notre fonction objectif pour tous les scénarios possibles, toutes les réalisations possibles de mes variables aléatoires. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Juste quelques mots pour vous dire qu'est-ce qui est difficile là-dedans pour nous, informaticiens. Ben là, maintenant, ça devient franchement difficile. Déjà, à la base, les problèmes qu'on résout sont NP difficiles, donc très combinatoires. Mais ensuite, simplement évaluer la qualité d'une solution est quelque chose qui devient un petit peu compliqué, mathématiquement, mais aussi d'un point de vue informatique, d'un point de vue purement calculatoire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'autorise à ne calculer que des approximations. On ne va plus garantir qu'on trouve la solution optimale. On va approximer cette solution optimale. Et on est capable, très rapidement, de calculer de bonnes solutions qui ne seront pas forcément optimales. Je vais sauter l'application, qui est une application. Donc, Michael fait ça pour des tournées à la demande, qui sont des choses de plus en plus fréquentes. Hein, maintenant, vous pouvez commander le jour même quelque chose qui vous arrive dans l'après-midi. Donc, il faut être capable d'anticiper sur les demandes. Et ce que montre Michael sur des données complètement artificielles, parce que là, on n'a pas réussi à récupérer des données réelles, eh bien, c'est que ça nous permet de baisser le nombre de demandes que l'on n'arrivera pas à satisfaire en anticipant sur les événements les plus probables. J'en arrive à une conclusion très rapide qui est donc que si on veut des villes intelligentes, il faut faire du data analytics. Je vous ai surtout parlé du niveau prescriptif qui consiste à faire de l'optimisation. Et ce qui change maintenant, c'est qu'on est obligé de raisonner avec des données temporelles et des données incertaines. Ce qui pour nous, informaticiens, reste un défi. Donc c'est difficile. C'est un travail qui est pluridisciplinaire. Rien qu'au niveau de l'informatique, on mobilise déjà plein de sous-disciplines de l'informatique. Mais on est aussi évidemment obligé de travailler avec des spécialistes du transport, par exemple, à l'IFSTAR, de l'économie, de la sociologie. Quelle est, par exemple, la perception des usagers au risque?
cette notion de solution robuste, solution flexible. Je termine juste sur cette anecdote réalisée dans le contexte du projet Optimode Lyon. Donc, il y a un calculateur d'itinéraire multimodal qui a été conçu pendant Optimode Lyon. Et ce calculateur, il vous suit dans vos déplacements. Et s'il se rend compte que vous allez rater une correspondance, eh bien, le calculateur vous dit « Attention, l'itinéraire prévu ne va pas marcher, donc je vous adapte en temps réel cet itinéraire et finalement, au lieu de descendre à tel arrêt pour prendre tel bus, vous allez descendre à tel autre arrêt pour prendre par exemple le métro. » Et quand les sociologues donc il y a eu une étude de comment les usagers perçoivent ce genre d'outils, eh bien, ils se sont rendus compte que selon les usagers, il y en a qui aimaient, d'autres qui détestaient. C'était beaucoup lié à l'âge. Les personnes un peu plus âgées n'aiment pas un calculateur d'itinéraire qui change d'avis en cours de route. Donc une personne un peu âgée aura envie d'avoir un calculateur robuste qui ne change pas d'avis en cours de route. Alors que peut-être quelqu'un d'un peu plus dynamique acceptera quelque chose de moins robuste, plus flexible, mais on lui garantit à chaque fois d'avoir cherché l'itinéraire qui sera effectivement le meilleur pour lui. Donc on est obligé de travailler avec des sociologues pour étudier ces aspects-là. Voilà, je m'arrête là. Désolée si j'étais trop longue. Merci beaucoup.